Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. Donc, comme je l'avais annoncé tout à l'heure, le thème de notre conférence d'aujourd'hui porte sur un domaine très important, Madame la Présidente vient de le rappeler. Ce domaine est celui du droit de la mer. Droit de la mer, qui fait partie bien sûr d'une branche du droit international. Droit de la mer dont l'un des grands spécialistes et expert aussi au Maroc est le professeur Mouloud Luki, que je connais depuis longtemps. Nous nous connaissons et nous sommes de très bons amis. Nous nous apprécions mutuellement et j'ai beaucoup d'estime pour lui. Et le professeur Luki est connu d'ailleurs comme le professeur qui se respecte, comme les académiciens. Il est connu par nos travaux, il est connu par ses travaux et par son parcours académique. Le professeur Luki est d'ailleurs professeur à la faculté de droit de Rabat, Agder, l'université de Kansen. Il est professeur de droit international et particulièrement du droit de la mer. Il est membre du cabinet du ministre de l'Agriculture et des Pêches maritimes en tant que conseiller consultant. Il a toujours été d'ailleurs conseiller et consultant à la fois du ministère des Affaires étrangères et aussi, il est spécialiste aussi en matière d'environnement parce que l'environnement est lié aujourd'hui à tout ce qui est la mer, la pollution, etc. Le professeur Luki était aussi directeur de l'Institut supérieur des études maritimes à Casablanca, dans la prison vient de le rappeler. Il a dirigé cet institut avec une main de maître très importante. Il a formé pas mal de maritimistes, si je peux dire, dans cet institut, et dans lequel il a laissé bien sûr des traces scientifiques très importantes. Il était aussi directeur, bien sûr, de la marine marchande à Casablanca, une grosse direction qui est aussi très importante pour le ministère, pour le pays. Et puis, ce qui est aussi très important, ce qui a marqué aussi son parcours académique, qui lui a donné une grande spécialité, c'est que le professeur Luki a participé à tous les stades, à toutes les réunions, les conférences de la Convention du droit de la mer. Cette convention qui date de 1982 et dont les travaux ont commencé à partir des années 70, 75. Alors il a participé à toutes les réunions, donc il a connu pas mal de personnalités, il avait pas mal de travaux aussi à ces réunions. Aussi, il était aussi membre d'une délégation, de la délégation marocaine, parce que cette convention a créé deux organismes très importants, je crois, l'autorité internationale de la mer, et puis aussi le tribunal international des droits de la mer. Alors il a été membre de la délégation à la conférence des préparatoire de l'autorité internationale des fonds marins, et aussi du tribunal du droit de la mer 1982 jusqu'à 90 à Kingston, au Jamaïque. Donc, c'est quelqu'un qui connaît ce domaine. C'est un expert, c'est un spécialiste qui a suivi l'évolution d'ailleurs de cette grande convention qui a vu le jour des Nations Unies en 1982. Le professeur Luki s'intéresse aussi à tout ce qui est recherche en matière de Méditerranée. La mer Méditerranée a attiré son attention dès le début de ses travaux. Alors c'est pourquoi il a été membre actif du bureau du groupement d'études et de recherche de la Méditerranée, le GEM, à Rabat, avec bien sûr le professeur Ademi qui est avec nous aujourd'hui. Et puis, le professeur Luki est actuellement notre président de l'association marocaine d'études et de recherche internationale, la mairie, qui revêt de ses centres, grâce à lui maintenant, et qui est en train de la faire bouger, etc. C'est une association qui a occupé le terrain pendant longtemps, qui a fait beaucoup de travaux, etc. Et avec lui, avec sa présidence, nous espérons quand même que la mairie va encore continuer dans la même lancée du départ. Le professeur Luki était aussi, elle a occupé aussi des postes très importants, des postes académiques, comme je viens de le dire tout à l'heure, en sa qualité d'ancien membre du conseil d'administration de l'Université maritime mondiale
à Malmö, en Suède. Il est aussi membre, ancien membre du jury à Hassan II pour l'environnement, co-président du conseil scientifique du Forum de la mer de Jeddah de 2014 à 2016, je crois que c'est toujours maintenant, oui, 2017. Et c'est un forum d'ailleurs très important. Et puis, il est membre fondateur aussi d'un réseau maintenant africain, parce qu'on travaille aussi sur l'Afrique, sur le droit de l'environnement, ce réseau qui a été constitué à Rabat en 2016. Donc, grosso modo, je n'ai pas tout dit sur le pays parce qu'il y a des écrits, etc. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, pour lequel j'ai beaucoup de respect et d'estime, et je le remercie infiniment d'avoir accepté de venir honorer de sa présence une conférence et de venir aussi nous parler de thèmes particuliers, le droit de la mer, qui porte d'ailleurs sur un thème d'ailleurs porteur de royaume, le royaume de la mer et le royaume du Maroc, parce que nous avons deux mers. Alors j'espère qu'avec lui, vous allez, je vais dire, vous régaler, parce que vous allez apprendre énormément de choses, et je le remercie encore une fois de plus. Allez, je lui donne la parole. Merci, mon cher professeur et grand ami, Sidi Hassan. Mesdames et messieurs, chers amis, je vous salue du fond du cœur. Nous sommes venus de Rabat, mon épouse et moi, pour faire votre connaissance. Surtout dans ce haut lieu qui porte le nom d'un grand patriote, Sidi Mohamed Hassan Ouazzani. Au moment où le ciel nous gratifie de pluies généreuses, et au moment où le Maroc renforce de plus en plus sa présence dans son milieu naturel, l'Afrique. Tel cet arbre, comme disait par les formules qui lui étaient siennes, feu Hassan II, tel un arbre dont les racines plongent profondément en Afrique, mais dont les feuillages respirent du monde, le Maroc. J'ai répondu promptement et avec beaucoup de plaisir à l'invitation qui m'a été adressée par Madame la Présidente, que je tiens à remercier du fond du cœur pour les propos particulièrement élogieux qu'elle a adressés à mon endroit. J'ai répondu promptement et rapidement à cette invitation pour 4 ou 5 raisons que j'aimerais évoquer très brièvement. La première, c'est que l'invitation m'est adressée par Madame la Présidente, fille, encore une fois, d'un grand patriote. Et moi, je suis un patriote, fils d'un patriote. Mais mon patriotisme rejoint le patriotisme de ce grand homme dont le Maroc est fier, c'est Mohamed Hassan Ouazzani, qui était patriote, nationaliste. Moi, je suis un patriote maritimiste. Tout ce qui touche à la mer ne peut pas me laisser indifférent. Surtout pour des raisons que j'évoquerai dans un petit moment. La deuxième raison, c'est que moi, je suis très fidèle à l'amitié. Et mon professeur et mon grand ami, Sidi Hassan, à qui je voue un respect indescriptible et une amitié indéfectible. Puisque vous parlez, je ne sais pas dire, puisque vous parlez, mon professeur, de l'environnement, c'est une amitié durable, imprescriptible, et dans le temps et dans l'espace. Et c'est pourquoi je ne pouvais pas ne pas
répondre positivement à cette invitation. La troisième raison, c'est que faire un pèlerinage à Casablanca, dans laquelle nous avons vécu pendant 16 ans, et pour mon épouse et moi, une joie toujours renouvelée, toujours recommencée. Surtout que cette ville, une des villes, en tout cas, c'est la grande métropole marocaine qui s'ouvre sur la mer, Casablanca la Blanche, et qui a ressuscité son âme à travers cette belle créature que vous voyez à partir d'ici, la grande mosquée Hassan II, qui est bâtie sur la mer. La quatrième raison, et je termine par là, c'est que, en venant ici, je viens pour rencontrer des amis. Et j'aimerais, avec votre permission, en vous remerciant toutes et tous d'avoir répondu à l'invitation du centre, faire un clin d'œil amical. Un frère à moi, dont j'apprécie les qualités à la fois humaines et scientifiques. Il s'agit du professeur Al-Wahab, Malmi ici présent. Donc ma joie est immense. Et elle est aussi immense que la mer, que l'océan. Et quand on évoque la mer et l'océan, sachant simplement, reprenons ce que disait Shair, la mer, c'est le passé, c'est le présent et c'est l'avenir de l'humanité. Des recherches scientifiques récentes, toutes récentes. Et je vous renvoie ici à un ouvrage qui vient de sortir. Un ouvrage de Jacques Attali, Histoire de la mer. Les recherches scientifiques les plus récentes démontrent que la source de toute vie, y compris la source de l'humanité de l'homme, provient justement de cet espace, la mer, que nous méconnaissons. Nous connaissons beaucoup plus de choses sur la Lune, sur Mars, que sur la mer, qui est juste à côté. La mer a toujours été un moyen de communication, res communis, un moyen de navigation. Et d'ailleurs, ici, mon propos, quand j'ai proposé ce thème, mon propos consiste à défendre une thèse, qui est la suivante. Je suis un homme de la mer, fier de la terre. Et je défends l'idée suivante. C'est que le Maroc a une vocation maritime, a des traditions maritimes, une histoire maritime. Le Maroc également est investi d'un certain nombre d'enjeux économiques, sociaux, écologiques, géostratégiques liés à la mer. Mais en même temps, faut-il le dire, toujours dans la défense de cette thèse, c'est que c'est bien d'avoir une vocation, mais est-ce qu'on a une ambition? Autrement dit, est-ce qu'on a une véritable vision, une stratégie claire et nette dans le domaine maritime? Moi, je défends cette stratégie. Il y a les prémices d'une réflexion. Il y a des pistes qui me laissent entendre que, en effet, le Maroc est sur la bonne voie. Mais je me plais à dire que le Maroc, s'il est un pays maritime par excellence, le Maroc est une puissance maritime qui s'ignore. Et je ne sais pas si les Marocains, si les responsables sont conscients de cet élément,
que Dieu nous a accordées, à savoir la mer et les océans. Et tout à l'heure, j'ai parlé de l'élément historique. Je l'ai évoqué. Récemment, j'ai été au Canada. Et j'ai interpellé nos amis canadiens sur l'histoire maritime du pays en relation avec le Canada, déjà au 15e, 16e siècle. Et ce qu'on appelait les corsaires, là, nous les appelons les moujahidis, les combattants de l'islam maritime, sont arrivés jusqu'en Terre-Neuve. Et ils faisaient trembler les gens dans cette région. Et la mer Méditerranée à laquelle a fait allusion tout à l'heure le professeur Hassan Chebibozani, à un certain moment, était pratiquement la chasse gardée de nos corsaires. Une étude a été menée par Feu Abdelaziz Mardina, professeur Abdelaziz Mardina, l'académicien. Cette étude montre de la façon la plus claire que les Phéniciens sont arrivés jusqu'au Maroc et à partir du Maroc, ils se sont aventurés dans ce que on allait appeler plus tard Bahr Dolomat, l'océan, la mer des ténèbres. Ils se sont aventurés, ils ont fait une petite virée et ils sont arrivés où? Au Brésil. Et je vous renvoie surtout, je renvoie à ceux qui sont comme moi, qui ont un peu les cheveux blancs, qui se rappellent, qui se souviennent d'un certain Théodore Heyerdahl, l'anthropologue norvégien, qui avait entrepris 2 belles traversées à partir de Safi vers les Caraïbes. Le Maroc a une histoire. Et cette histoire, il ne faut pas l'occulter. Et j'ai horreur de ceux qui disent que le Maroc a tourné le dos. Si à un certain moment de notre histoire, le Maroc peut-être s'est reconfiguré un peu, cela ne veut pas dire pour autant que le Maroc n'a pas une mauvaise maritime. M. le professeur tout à l'heure a parlé de droit de la mer. Je vous rappelle, chers amis, qu'au moment où le grand jurisconsulte hollandais Hugo de Grotius rédigeait son fameux Mare Liberum, qui allait devenir la Bible du droit international général et surtout du droit de la mer, basé sur un principe fondamental qui aide toujours les gens aujourd'hui, le principe de la liberté des mers. À ce moment-là, exactement en 1609, ou plutôt l'ouvrage est sorti en 1609, et la conclusion d'un accord entre l'Empire chérifien, le Maroc et les Pays-Bas se réalisa en 1610. Et c'est un traité d'amitié, de coopération dans le domaine de la navigation et le commerce maritime. Tout récemment, j'étais en train de naviguer, je tente, comme les jeunes dont je tiens à remercier la présence. Et je suis tombé sur une déclaration d'un ministre que je n'aurais pas, par respect, et qui, à l'occasion d'une réponse à quelqu'un qui l'a interpellé sur le Maroc, a fait une allusion, ou plutôt une référence, à cette entreprise qu'a menée l'Empire chérifien, déjà à la fin du XVIIIe siècle, début 19e, sous la houlette de feu le sultan Mohammed III, et qui consistait à quoi faire? À répondre, parce que
ayant été le premier pays dans le monde à avoir reconnu l'Amérique naissante, l'indépendance, eh bien, il avait répondu favorablement à l'appel des autorités américaines en vue d'intercéder auprès des corsaires de Tripoli. C'est dire, l'importance du Maroc dans la contribution à l'histoire universelle maritime. Puisque j'ai donc le plaisir et l'honneur d'avoir dans cette assistance deux éminents juristes et diplomates, je veux simplement le rappeler, je me permets, mais ils le savent déjà, c'est que jusqu'à la fin du 19e siècle, notre ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale actuelle s'appelait le Vizirat del Bahr. Wizara del Bahr. Pourquoi? Parce que toute la souveraineté marocaine, tout ce qui touche la sécurité du Maroc, eh bien, était lié aux intrusions des puissances étrangères, plus particulièrement espagnoles ou portugaises. Et ici, je vous renvoie à l'éminent ouvrage du professeur Hassan Ouazani sur la pratique diplomatique et conventionnelle. Il y fait justement, il appuie ce que je viens de dire. Et je vous renvoie également à l'ouvrage d'un de mes professeurs éminents, le professeur Mohamed Al-Hababi, dans lequel il dit justement, il affirme que toutes les convoitises étrangères se faisaient au ce qui est du Maroc à partir du littoral, soit méditerranéen ou atlantique. Et cela m'amène, avec votre permission, de vous citer un extrait d'un discours célèbre de Feu Hassan en 1977, en juillet 77, le 9 juillet 77, la fête de la jeunesse, qui était justement ce que je viens de dire. Je cite: j'ai dit à plusieurs reprises, pardon, s'adressant au peuple marocain, que tu étais envié dans le passé, que tu l'es aujourd'hui et que tu le seras certainement dans l'avenir. Pourquoi es-tu l'objet de tant de convoitises? Parce que les mers qui baignent ton territoire sont pleines de richesses, parce que tu disposes d'une côte sur la Méditerranée, d'un littoral plus grand encore sur l'Atlantique, parce qu'en somme, tu disposes d'une position géographique enviée. Enfin, parce que tu disposes d'un site stratégique également convoité. Point, fin de citation. Le Maroc, l'empire chérifien, que les anciens appelaient Shibh Jazir al-Maghreb, la presqu'île du soleil couchant, le Maroc. Il a toujours eu des rapports avec la mer. À telle enseigne que je serais tenté de dire que, pour reprendre une expression d'un grand monsieur que vous devriez connaître, que vous connaissez certainement, le général de Gaulle, qui avait dit que il n'est pas de grandeur sans la mer. Le Maroc, que serait le Maroc s'il n'avait pas les deux espaces maritimes? Baigné à la fois au nord par la Méditerranée, Mare Nostrum, et puis à l'ouest par l'océan Atlantique, qui hier encore nous considérions comme la mer des ténèbres, et qui est maintenant la mer de tous les espoirs. Et riverain d'un des bras de mer les plus importants au monde, le détroit de Gibraltar.
et disposant bien entendu d'un domaine maritime particulièrement vaste. Je reviendrai sur cela dans un petit moment. Eh bien, tout cela fait que le Maroc est un pays maritime par excellence. C'est une puissance maritime. Alors, vous allez me dire, mais puissance maritime par rapport à qui? Puissance maritime par rapport au voisinage immédiat. Et ici, vous me permettez, chers amis, de faire une comparaison et d'utiliser la métaphore que j'emprunte. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes ici. Vous suivez certainement comme moi. Moi, j'adore l'émission Les Animaux sur General, c'est National. Geographic National Geographic. Eh bien, je vais emprunter la métaphore. Je compare, j'ai toujours comparé l'Algérie, notre voisine de l'Est, à un buffle, et le Maroc à un lion, le lion de l'Atlas. Le buffle, vous savez, il est fort, il est costaud, plein de graisse. Le lion de l'Atlas, il est chétif, agile. Féroce. Il va sans dire, mais il vaudrait mieux le dire. Le buffle algérien dispose d'un territoire pratique 3 ou 4 fois beaucoup plus important que le territoire national. Il est, le territoire algérien, le plus grand territoire en Afrique après la dislocation du Soudan. C'est un territoire particulièrement riche. Tout existe en Algérie. Et c'est un espace unidimensionnel. C'est-à-dire un espace qui s'ouvre uniquement sur, qui a une fenêtre, une seule issue, la mer Méditerranée. Le lion de l'Atlas, agile, chétif, il est incontestablement, et Hassan II l'avait dit que son auguste père, il disait que le peuple marocain, c'est comme un lion qu'il faudrait tenir avec une laisse, tout doucement, parce que sinon, vous savez, le lion, il est, je ne sais pas s'il est féroce, mais il a quand même du caractère. On va. Alors, le buffle algérien, tout puissant, face au lion marocain, tout aussi puissant, mais ayant d'autres qualités. Le buffle algérien, très fort, se présente-t-il, mais il a un talent d'Achille. Il a une faiblesse, c'est qu'il a une narine qui est bouchée. Cette narine qui est bouchée, c'est quoi? Il a uniquement une seule narine ouverte, l'autre narine, elle est bouchée. Son voisin, le lion de l'Atlas, il a les deux narines qui sont complètement ouvertes. Une narine sur la Méditerranée, l'autre beaucoup plus ouverte sur l'océan, et mieux encore, il a une crinière qui fait toute sa beauté, c'est le détroit de Gibraltar. Ouais. Et à partir de cette métaphore, vous pouvez, chers amis, imaginer la position des autorités algériennes vis-à-vis du Maroc, et plus particulièrement vis-à-vis de l'affaire nationale. Numéro 1, à savoir l'affaire Moussa. Le buffle algérien veut absolument respirer, et pour qu'il puisse respirer pleinement et amplement, il faut qu'il débouche l'autre narine, c'est-à-dire avoir un accès vers l'Atlantique. D'où toute la question. Une des raisons de ce problème factice, créé de toutes pièces par nos voisins, par nos frères, Dieu préserve-moi de mes frères, mes ennemis je m'en charge, eh bien, c'est cette question-là. Alors le Maroc, il est bien situé sur le plan géographique. Et comme disait Napoléon, chaque
la politique d'un pays et dans sa géographie, eh bien, pratiquement dès l'indépendance, le Maroc s'est inscrit dans une dynamique tendant à préserver ses droits légitimes en matière de sécurité, en matière de préservation de l'environnement marin et en matière également de préservation de son patrimoine maritime, plus particulièrement halieutique, vivant. Et c'est ainsi que le Maroc prit part pratiquement au lendemain de son indépendance à cet effort des Nations Unies tendant à codifier le droit des espaces maritimes, c'est-à-dire le droit de la mer qu'a défini brillamment tout à l'heure mon frère ami, M. le professeur Hassan. Il a pris part à la première conférence de l'ONU sur les Nations sur le droit de la mer en 1958 à Genève, par une délégation importante, présidée à l'époque par quelqu'un duquel j'ai beaucoup de respect et de respect, c'est M. Ahmed Ousmane. Mais en 1958, tout en participant à cette conférence, le Maroc n'avait ni signé ni ratifié les conventions qui ont été adoptées par la conférence, c'est-à-dire les 4 conventions, la convention sur la mer territoriale et la zone contiguë, la convention sur les pêcheries, la convention sur le plateau continental et la convention sur la haute mer et le protocole additionnel sur le règlement des différends. Donc le Maroc était sage, il était prévoyant. Il venait de sortir de la longue nuit du protectorat. Mais il était un des rares pays africains à être présent dans ce forum. Puis, ce forum a échoué, notamment sur la définition de la mer territoriale. Faut-il la définir au niveau de la largeur par 3000, par 6000 marins, 1000, faut-il le rappeler, c'est 1852 mètres, ou 12 000. Et il y avait tout un débat. Et les débats entre les différentes délégations ont entraîné l'échec de la première conférence. Une deuxième conférence se tint en 1960. Le Maroc y prend part également. Les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le droit de la mer était surtout européen-centrique. Il était fabriqué par les grandes puissances de l'époque, les puissances occidentales. Et les pays que l'on va appeler après Bandung les pays du tiers-monde, eh bien, ils n'étaient pas suffisamment représentés dans cette grande messe, dans ce grand marché. Et bien entendu, l'immense partie des pays du tiers-monde, composée des pays africains, n'était pas encore indépendants. Et ce n'est qu'à partir des années 60 que l'on va assister à une cascade des indépendances. Cascade des indépendances qui va entraîner la révision de tout ce qui a été concocté en 1958. Je passe très vite. Et puis arrive 1967, le diplomate d'un mini-État situé en Méditerranée orientale, en l'occurrence Malte. Ce diplomate s'appelait Arvid Bardou. Il était l'ambassadeur représentant permanent de Malte aux Nations Unies, avait justement sensibilisé la communauté internationale de l'époque, représentée à l'Assemblée générale, sur la nécessité de se pencher sur ces espaces marins, afin de faire en sorte pour que ces espaces soient considérés patrimoine commun de l'humanité. L'Assemblée générale prit fait et cause pour M. Habib Pardo et créa le comité
que le professeur a cité pertinemment tout à l'heure, c'est-à-dire le comité des utilisations pacifiques des fonds marins situés au-delà des zones de juridiction nationale, dit comité des fonds marins. Le Maroc qui va dès le départ aux travaux de ce comité. Et ici, parce que j'ai l'amitié comme valeur sacrée, et j'ai la gratitude également comme une constante, permettez-moi de rendre un hommage à quelqu'un qui a présidé la délégation marocaine depuis cette date et qui a été un grand patriote, un grand philosophe, un grand juriste. Je nomme l'ambassadeur Mohamed Mustafa Al-Gharbi, que Dieu l'ait en ses saintes miséricordes, et qui était, par la suite, qui est devenu directeur des affaires juridiques au ministère. Le Maroc était présent. Ce comité avait pour tâche fondamentale la préparation d'une grande rencontre internationale qui va revoir tout ce qui a été fait en 58 puis en 60. C'est l'avènement de la 3e conférence des Nations Unies de 1973, à laquelle j'ai eu l'honneur de participer au sein de la délégation, avec notamment, et permettez-moi de les citer, pour l'égard que j'ai pour ces personnes, je nomme le professeur Mohamed Ben Nouna, qui est juge à la Cour internationale de justice, le professeur Mohamed Ben Nani, le professeur Ben Allal, Abdelkader Nahlou, Idriss Dahak, le ministre Idriss Dahak, et d'autres. Et bien entendu, je faisais partie de cette délégation. Sous la houlette de notre président, c'est Mohamed Mustafa Al-Gharbi. Cette conférence a été considérée comme étant la plus grande conférence diplomatique que l'humanité ait connue depuis la conférence de San Francisco de 1945. Pourquoi importante? Importante par le nombre de participants. À l'époque, on avait dépassé pratiquement 115, voire même on est arrivé à 130, puis par la suite à 155. Par l'agenda. L'agenda, ce n'est plus la révision du droit de la mer classique que l'on a hérité de Groseus, 1609, consacré par la Convention de 1900, la conférence de La Haye 1930, puis les conférences de Genève, respectivement en 58-60, mais la refonte du droit de la mer et l'élaboration des nouvelles normes juridiques des espaces marins. Et cette conférence a duré de 1973 jusqu'en 1982. Importante également par les mécanismes qu'elle a adoptés pour la négociation. C'était véritablement, pour reprendre une expression chère à mon maître du moins, et certainement vous, mes collègues partageront la fierté que j'ai d'avoir été un disciple d'un grand professeur, le professeur René Jean Dupuy, un grand ami du Maroc et un grand spécialiste du droit international. C'est ce que le professeur René Jean Dupuy appelait le plus grand laboratoire des processus de négociation dans le monde. Et si nous parlons maintenant, aujourd'hui, de consensus, de package deal, etc., c'est parce que nous l'avons hérité de cette période-là. Importante également cette conférence, parce qu'elle a été une conférence politique. Et le menu, les projets qui lui étaient soumis, étaient des projets élaborés par des politiques, c'est-à-dire par les États. Évidemment, vous allez me dire, mais vous étiez, vous, les juristes, professeur Ben Nouna, Sidnani, etc. Oui, mais nous étions uniquement des conseillers. Mais la décision revenait à l'ambassadeur, aux représentants.
ce qui n'était pas le cas en 1958. En 1958, les délégués, les représentants des États à l'époque, se sont penchés sur quoi? Sur un draft, un projet qui leur était soumis par un organe de l'Assemblée générale des Nations unies, un organe spécialisé, composé d'éminents juristes, et je suis fier de me trouver à côté de un des éminents juristes de cette commission du droit international. Je vous rappelle qu'il a été élu l'année dernière. C'est une grande victoire pour le Maroc. Et c'est une élection bien méritée. Eh bien, c'est ce projet qui a été proposé en 1958 aux délégations. Ce n'est plus la même démarche en 1973. Ce sont les pays qui arrivent, et qui arrivent avec leur heure et malheur, chacun de défendre ses intérêts. Importante aussi, cette conférence, par la connotation, par le soubassement idéologique, idéologico-économique et idéologico-économico-politique sur laquelle, ou le contexte idéologico-économico-politique dans lequel elle s'est tenue. Et ici, vous vous souvenez certainement, du moins certains d'entre vous, 1973, c'est la guerre du Kippour, la guerre de Ramadan, d'octobre. S'en est suivi ce qu'on appelle le grand choc pétrolier. Et permettez-moi ici de vous rappeler une anecdote. C'est que une fois, c'était dans les années 70, je lisais un journal anglais et il y avait une caricature. Il y avait un père comme vous et moi, un père de famille, qui apparemment était inquiet sur l'avenir de ses enfants. Il avait 3 enfants. Le plus grand, le moyen et puis tout à fait le cadet. Et il posait la question aux enfants, qu'est-ce que vous voulez être l'avenir? Alors le grand a dit, moi, médecin. Vous savez, être médecin en Angleterre ou aux États-Unis, ça rapporte beaucoup plus. L'autre, le deuxième, dit, moi, je veux être un avocat. Ça rapporte beaucoup. Le troisième, il scintille d'intelligence, c'est le plus petit. Qu'est-ce qu'il est? Je veux être un arabe. Aujourd'hui, personne ne l'est. Pourquoi? Parce qu'il y avait justement le poids, on a utilisé pour une fois l'arme du présent. Et je parle ici sous le contrôle d'éminents professeurs, de collègues, qui font qui ont pour un quotidien les relations internationales. C'est qu'à partir de 1973, est née l'idée d'un nouvel ordre économique international, sous l'impulsion des pays du tiers-monde. Et l'Algérie, il faut le rappeler, même si le gouvernement, le pouvoir est maintenant, bien entendu, il nous cause beaucoup de problèmes, mais la vérité historique, c'est que le gouvernement algérien, les autorités algériennes avaient joué un grand rôle. D'ailleurs, cela explique pourquoi ils ont infiltré les organismes internationaux. C'est la période des pétrodollars. Et si vous allez aux Nations Unies, si vous avez l'occasion de faire un pèlerinage à New York, allez visiter les Nations Unies et surtout, soyez curieux, visitez les coulisses, les couloirs de l'Assemblée générale, où se sont affichés les effigies des différents présidents des Assemblées générales, et vous allez voir que M. Bouteflika Allah est parce que Haute-Colo, entre parenthèses, je veux vous dire une chose, moi je suis de l'oriental, de Oujda, etc. Moi je prie Dieu pour qu'on le garde. Et je prie Dieu également que ça aussi fasse d'autres, parce que ça nous aide. Stratégiquement, c'est bien. Il vaudrait mieux voir quelqu'un. Alors, vous allez voir que Bouteflika, alors ministre des Affaires étrangères, a dirigé à 2 reprises l'Assemblée générale ordinaire et l'Assemblée générale extraordinaire. Alors, le droit de la mer qui va naître à partir donc de ce mainstreaming
de M. Maelstrom, le droit de la mer qui va naître à partir de là est un droit imprimé de cette idéologie, de cette toile de fond. Et nous allons retrouver, et c'est ici où M. le professeur m'a facilité la tâche, on s'est retrouvé finalement en 1982 avec un texte, et je me suis permis de vous ramener une copie. C'est ce que je considère la Bible du droit de la mer. Ce texte-là, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, qui a été signée à Montego Bay, à la Jamaïque, le 10 décembre 1982. C'est un texte particulièrement important que je vous recommande, que je recommande aux jeunes, plus particulièrement. Un article de 320 articles et 9, un texte de 320 articles et de 9 annexes, un article d'une importance stratégique, surtout pour un pays comme le nôtre. Je vais y revenir dans un moment. Alors, ce texte-là, qu'est-ce qu'il nous apporte? Le professeur m'a facilité la tâche. Il nous apporte deux choses principales. La première se situe au niveau normatif, au niveau des règles de droit, au niveau des principes. Et la deuxième, au niveau des institutions, au niveau des mécanismes, au niveau des organisations. Premier palier, cette convention est un accord très important dans les relations internationales, au niveau du droit international, pour ce qui est des normes, le développement des normes. Alfred, le développement des normes. Comment? À travers deux ou trois, je vais mentionner deux ou trois idées, à travers deux ou trois idées fondamentales. La première norme, le premier concept, c'est le concept novateur, voire même révolutionnaire, de quoi? De la zone économique exclusive. C'est quoi la zone économique exclusive? C'est quoi la zone économique exclusive? C'est l'espace qui jouxte le territoire et sur lequel l'État côtier, du Maroc en l'occurrence, on donne un exemple, projette sa souveraineté, mais c'est une souveraineté qui est économique. Ce n'est pas une souveraineté politique. Et jusqu'à une distance de combien? De 370 km, c'est-à-dire 200 000 marins. La deuxième idée, que je considère comme étant deuxième pilier de l'édifice de ce nouveau droit de la mer, c'est quoi? C'est l'affectation des ressources situées au-delà de la zone économique et donc des zones qui sont assujetties à la souveraineté des pays, des États côtiers, affectation de ces ressources, à quoi? Au profit de l'humanité tout entière. C'est-à-dire considéré comme étant patrimoine commun de l'humanité tout entière. Et comme ce concept patrimoine commun de l'humanité est un concept qui est à la fois transspatial, c'est-à-dire il dépasse les espaces, c'est-à-dire que ces ressources seront affectées, exploitées, gérées, managées au profit à la fois des pays de grande puissance, des pays maritimes, des pays côtiers comme le Maroc, et que des pays qui n'ont pas de côte, c'est-à-dire les pays sans littoral, ou les pays insulaires. C'est beau, hein? C'est très généreux, mais sur la pratique, les choses sont beaucoup plus corsées. Deuxième palier, je vais très bien, est-ce que monsieur, vous m'arrêtez quand vous voulez. Deuxième palier, qui reflète la richesse de cet instrument stratégique important, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. C'est la création de nouveaux organes, de nouvelles institutions. La première institution répond au deuxième principe. La préoccupation du deuxième principe, parce que vous allez me dire,
légitimement, vous allez me poser la question, mais c'est beau de dire que les ressources situées au-delà des zones de juridiction nationale sont affectées à l'humanité tout entière, mais quel est ce, excusez, mesdames, messieurs, mais je vais reprendre uniquement l'expression du général de Gaulle, quel est ce machin qui va exploiter, gérer ces ressources au profit de l'humanité? La Convention le prévoit. C'est l'autorité internationale des fonds marins qui a son siège à la Jamaïque, à Kingston. Et ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse, c'est que nous devons ce concept, patrimoine commun de l'humanité, et ce mécanisme, autorité internationale des fonds marins, à un certain nombre de diplomates, un certain nombre de juristes, mais charité bien ordonnée commence par soi-même, vous permettez de rendre un vibrant hommage à deux personnalités marocaines qui ont contribué à l'émergence de à la fois le concept et l'autorité. C'est Sissi Mohamed Ben Nouna et c'est Sissi Mohamed Ben Naïm. Ils étaient sous la houlette, bien entendu, du chef de la délégation marocaine. Le deuxième organe, c'est un organe juridictionnel, nouveau, qui statue dans les cas de conflit ou de litige entre les États liés aux espaces, à l'utilisation des espaces maritimes. Ce nouveau né s'appelle le tribunal. C'est un tribunal international. Le tribunal international du droit de la mer qui a son siège à Hambourg, en Allemagne. Troisième organe, et dernier, c'est un organe politique, mais plutôt politique et technique, éminemment technique, qui s'occupe de quoi? Qui s'occupe de statuer sur les demandes, si direz-vous, les demandes d'extension, de projection, de prolongement des souverainetés nationales au-delà des 200 000 marins pour ce qui est du plateau continental. Et le plateau continental, c'est quoi? C'est le prolongement naturel du territoire terrestre sous la mer. C'est ce qu'on appelle la commission des limites du plateau continental. Son siège est à New York et il est financé par les Nations Unies. Elle est composée de géophysiciens, de techniciens, donc véritablement d'ingénieurs, et elle statue sur ce que j'appelle moi le code minier. Le code minier du plateau continental qui dépasse les 200 000 marins. Quel a été, alors, maintenant, le Maroc, je récapitule, il a participé à la conférence de 58, mais n'a ni signé ni ratifié les 4 conventions. Il a participé à la deuxième conférence. Il a participé au comité des fonds marins, comité préparatoire. Et puis, ça, c'est extrêmement important de dire, c'est qu'il a été présent activement, et de façon soutenue, tout au long de l'élaboration de ce grand monument juridique, c'est-à-dire tout au long des différentes sessions, et qui sont au nombre de 11 sessions de la conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. Il n'a ratifié la convention sur le droit de la mer qu'il a signée le 10 décembre 1982, il ne l'a ratifiée qu'en 2007. 2007. Et ici encore, force est de rendre hommage, entre autres, à un certain nombre de personnes qui ont fait pratiquement du lobbying pour que le Maroc ratifie cette convention, et parmi lesquels le professeur Mohamed Ben Nouna, qui était à l'époque ambassadeur, représentant permanent du Maroc aux Nations Unies. Le Maroc a ratifié cette convention.
dès lors qu'il a ratifié cette convention, et j'estime que c'est une excellente chose pour le Maroc, j'ai toujours milité pour cela, pour la ratification, eh bien le Maroc, il s'engage. Il y a des obligations, mais en même temps, il bénéficie d'un certain nombre, je serais tenté de dire, d'un certain nombre de fonctions, parmi lesquelles, par exemple, il peut maintenant prétendre à des postes au niveau de l'autorité internationale des fonds marins, du tribunal international des droits de la mer, de la commission des limites, et puis, à partir de 2007, d'après la Convention, le Maroc, s'il estime que son plateau continental dépasse les 200 000 marins, il peut déposer une demande auprès de cet organe qui s'appelle la Commission des limites du plateau continental. C'est ce qu'a fait le Maroc, tout récemment, en 2015. Et puis, récemment encore, il a rappelé sa volonté d'étendre son plateau continental au-delà de 200 000 marins. Force ici est de signaler que les pays voisins, notamment l'Espagne, le Portugal, la Mauritanie et un certain nombre de pays voisins, ont déjà déposé leur dossier auprès de cet organisme. Le dossier définitif est entre les mains maintenant d'une commission technique et le Maroc a saisi récemment le secrétaire général des Nations Unies pour leur faire part de sa volonté de maintenir sa demande et de remettre le dossier technique dans les meilleurs délais. Le Maroc est ici, encore une fois, une citation s'impose. Feu Hassan II avait dit: toutes les fois qu'une nation a dû tourner le dos à la mer, cela s'est traduit par un repli sur elle-même et une régression certaine. Le Maroc est une puissance maritime. Le Maroc est un pays maritime par excellence. Puis-je ici vous signaler que le Maroc dispose de 3500 km de côte. Puis-je également rappeler, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il est un des gardiens du détroit de Gibraltar, l'une des voies maritimes les plus empruntées au monde. Puis-je ici rappeler que la jonction maritime du Maroc s'opère avec six espaces géopolitiques majeurs. Le bassin méditerranéen, l'Europe et ses 23 pays côtiers, l'Afrique et ses 37 États côtiers, l'Amérique latine et ses 10 États côtiers, l'Amérique du Nord et ses 2 grandes puissances maritimes, les États-Unis et le Canada, en plus de l'accès à l'Asie à travers les 6 États riverains de la Méditerranée. Puis aussi, puisque nous venions d'évoquer le plateau continental marocain, le plateau continental marocain est partagé avec 9 pays. L'Espagne, le Portugal, la Mauritanie, le Sénégal, le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau et Sierra Leone. Puis enfin, vous rappelez que pour ce qui est de la zone économique exclusive de 200 000 marins, le Maroc également est mitoyen de 4 puissances, à savoir l'Espagne, le Portugal, la Mauritanie et le Cap-Vert. Donc il y a incontestablement chevauché. C'est pourquoi il faut se préparer. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est pleuvoir aussi. Mais il faut anticiper, et c'est pourquoi il faudrait absolument
avoir, et je vais terminer par là, M. le Président. Comme ça, je laisserai la parole à mes amis pour un dialogue que j'espère agréable. C'est pourquoi je prêche pour une ambition maritime. Le Maroc a une vocation. Il a un passé. Et ici, je vous rappelle ce que je dis toujours, parce que pour moi, un des livres de chevet, c'est Le Défi de Hassan II, dans lequel il dit « Il est temps pour les Marocains de renouer avec leur tradition maritime séculaire. » Nous avons des traditions maritimes, mais nous les ignorons. Et nous avons même, puisque il y a des dames parmi vous, auxquelles je souhaite la bienvenue, j'aimerais également dire que le Maroc a également un patrimoine culinaire lié à la mer. Et tout cela fait justement ce qu'on appelle, ce que Sa Majesté Mohamed VI appelle le capital immatériel. Voilà un atout que le Maroc doit faire, justement, doit utiliser, fructifier, valoriser, pour renforcer son soft power. La présence hier, on en parlait avec monsieur l'ambassadeur et monsieur le professeur il y a un instant, la présence hier, la présence extraordinairement rayonnante du souverain marocain à Abidjan, elle démontre de la façon la plus extraordinaire, la plus éclatante, que l'empire chérifien, le royaume du Maroc, a des racines profondes dans son, je dis toujours, dans son prolongement naturel. L'Afrique. Et je ne dis jamais nous et l'Afrique. Nous sommes l'Afrique. Et nous sommes solidaires de nos frères subsahariens. D'ailleurs, quand vous humez, quand les analystes, les chercheurs examinent minutieusement cette convention, ils ne peuvent pas ne pas constater les empreintes du Maroc. Et à travers le Maroc, l'Afrique. Je citerai uniquement 2 ou 3 exemples. La notion de zone économique, le Maroc a beaucoup joué pour justement la défense de ce concept. Et ce concept, zone économique exclusive, que d'aucuns attribuent exclusivement aux pays latino-américains, la marée patrimoniale, j'ai toujours considéré, je ne sais pas si le professeur Hassan Ouazzani et le professeur Abdouhab s'en souviennent, ici même à Casablanca, à la faculté de droit de Casa, on avait organisé en 1994 un colloque sur le Maroc et l'Afrique. Et il y avait notre ami commun et surtout votre collègue, cher professeur Alain Pelé. Et on était assis. Moi, je défendais je défendais l'appartenance africaine de la notion de zone économique. Et il m'a glissé un petit mot que je garde toujours. Je vous le montrer un jour. Il m'a dit, cher collègue, je crois que vous êtes un peu expansionniste, un peu écariste, parce que vous attribuez exclusivement là. J'ai dit non, parce que ce concept-là, il est né. C'est vrai, il a un ancêtre latino-américain, la mer patrimoniale, qui est né dans les rivages de l'Uruguay, le Chili, du Pérou, du Brésil, etc. Oui, mais seulement le concept tel que nous le voyons aujourd'hui, tel qu'il figure dans la Convention, c'est un concept qui a été, il faut le dire, échafaudé par l'Afrique. Et ici, le grand architecte de ce concept, c'est un Kenyan, c'est l'ancien ambassadeur Frank Njenga, qui l'avait dit déjà, qu'il avait proposé en 1971 dans une conférence afro-asiatique à Colombo, et qui a été entériné par la charte de l'ONU sur le droit de la mer, qui a eu lieu à Addis Abeba en 1973, et le Maroc. Le Maroc, c'est pourquoi nous ne connaissons pas notre histoire. Le Maroc était rapporteur général de donc, la notion de... Puisqu'il était rapporteur général, il avait également appuyé l'idée d'arrangements régionaux en matière maritime. Et cet arrangement, et il figure maintenant. Le régime du passage dans les détroits. Le Maroc a joué
un rôle éminemment important. C'est un pays à détroit. Il a défendu le principe du passage, mais du passage en transit dans les détroits. Et quatrièmement, le Maroc a été un fervent militant de la délimitation des espaces maritimes selon le principe de l'équité et non pas selon le principe de la ligne médiane ou de l'équidistance, ce qui n'est pas le cas de l'Espagne, par exemple. Alors, dans la Convention, bien entendu, vous savez, nous sommes avec d'éminents juristes, et plus particulièrement aussi le membre éminent de la Commission de droit international, le diable réside dans les détails. Quand vous lisez un texte de droit, chacun peut l'interpréter comme il veut. Regardez l'avis de la Cour internationale de justice de 1975, nous l'interprétons, nous, légitimement comme une reconnaissance, et puis les Algériens et les consorts ont une autre. Mais il faut, à mon sens, il faudrait absolument être conscient que le Maroc a été un acteur dans la diplomatie maritime internationale. Et il avait, et il a, une doctrine marocaine du droit de la mer. Cette doctrine, elle s'appuie sur 2 ou 3 principes. Le premier principe, c'est la défense, la sauvegarde des intérêts légitimes du Maroc dans le domaine maritime, à travers la défense de la notion de zone économique, mais particulièrement la délimitation des espaces, pour ne citer que ces 2 cas. Et puis, cette doctrine s'appuie également sur une vision, une approche solidariste à l'égard des pays du tiers-monde et plus particulièrement à l'égard des pays frères africains. Et c'est ainsi que nous avons, quand vous lisez le texte de la loi portant création d'une zone économique exclusive de 200 000 marins en 1981, vous verrez dans un article, fameux l'article 13, qui est ainsi libellé en substance, le Maroc est solidaire des pays africains et c'est le seul pays, à l'époque, le seul pays, avec le Togo peut-être, qui avait consenti aux pays africains de la région sans littoral, enclavé, le droit à la mer. Et je vous renvoie encore une fois, avec votre permission, à ce que disait Hassan II en 1979, à la clôture de la session parlementaire de l'Union parlementaire africaine. Il avait dit « Nous, les Africains, nous sommes habitués à parler de droit de la mer, il est temps de parler du droit à la mer. » Et que fait actuellement le souverain marocain? C'est justement, il est en train de renforcer davantage cette vision. Et la coopération sud-sud africaine est un exemple particulièrement édifiant pour démontrer que l'empire chérifien, dans sa relation avec l'empire de la mer, est une relation qui est prometteuse. Et dois-je terminer, puisque je vois dans cette audience, je reconnais des amis, notamment des hommes de la mer, et qu'ils soient ici vivement remerciés d'avoir été parmi nous aujourd'hui, ce soir, et des représentants plus particulièrement d'une école que je chéris beaucoup, à savoir l'Institut supérieur des études maritimes. Eh bien, le Maroc, s'il veut échafauder une ambition maritime, il faudrait absolument, comme disait Baudin, il y a de cela plusieurs siècles, il n'est des richesses que d'hommes. Moi je dis toujours, il n'est des richesses que de femmes et d'hommes. La richesse principale, stratégique du Maroc, c'est l'éducation, c'est la sensibilisation. Il faut faire éclore une sensibilité maritime, écologique. Et je sais au centre qui nous réunit aujourd'hui de jeter une pierre, de mettre la première pierre dans cet édifice de ce que j'appelle moi l'ambition maritime, qui est cette ambition, elle doit commencer par l'homme et la femme.
l'éducation, la sensibilisation, la formation, l'enseignement. Il est inadmissible pour un pays comme le nôtre, qui est une puissance maritime, qui se positionne maintenant sur l'échiquier international, et qui est une puissance qui est considérée par nos pays frères subsahariens comme une puissance régionale qui a toute sa place en Afrique et dans le monde, ne dispose pas d'une université des affaires de la mer et des océans. Il est temps d'œuvrer pour justement la création de cette institution. Mais en attendant, il faudrait mieux agir avec... Il y a un adage swahili de notre Sainte Afrique qui dit: quand on ne peut pas agir sur le vent, il vaudrait mieux agir sur la voile. Quand on n'a pas l'ambition maintenant d'un ministère, agissons avec ce qui existe. Nous avons, il n'y a pas de Terranilus, il n'y a pas de Marinilus. Il y a au Maroc un certain nombre d'institutions, notamment l'Institut supérieur des études maritimes, les instituts liés au ministère des Pêches dans le domaine maritime, il y a les centres de recherche au niveau des universités. Il faudrait fédérer tout cela, mais il faudrait également les renforcer. Il faudrait le réseautage. Et il est temps de songer, nous allons voir avec nos amis, en quelle mesure on peut mettre sur pied le plus tôt possible, maintenant, une association ou un centre d'études et de recherche sur les activités de la mer et des océans. C'est extrêmement important pour notre pays. À la fois sur le plan de la réflexion, mais aussi sur le plan de l'action. Parce que le Maroc dispose d'un espace qui est prometteur, mais qui est très fragile. Nous aurons l'occasion peut-être d'y revenir. Il y a des dangers liés à l'émigration. Le thème principal de la session d'Abidjan, et le Maroc, comme vous savez, Sa Majesté a été investi de cette mission de leadership, de leader, pour ce qui est d'une réflexion stratégique sur l'immigration. Le Maroc, il a son mot à dire. Deuxièmement, sur le plan de la criminalité, la grande criminalité, la criminalité transnationale. 3, sur le plan de la pollution, le Maroc n'est pas à l'abri. Surtout si on voit que le Maroc est pratiquement, il est au carrefour. Et des centaines de navires passent chaque année au large des côtes marocaines. Donc l'éducation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis, puisque je parle d'éducation, permettez-moi de me référer à un poème. Le poème de Amir Shu'ara, le prince des poètes arabes. Amir Shu'ara, Ahmed Shouq. Et je m'adresse plus particulièrement aux marins. Il disait: Ya ma'shar al-islam, fi ustulikum, izzun lakum, wa wiqayatun wa salam, judu alayhi bima lakum, waqdu lahu, ma tawajjaba al-ighlaq wal-irham. لو تقرؤون صغاركم تاريخه عرف البنون المجد كيف يرام. Tout est là. L'éducation. Et si nous avons des problèmes d'adélé, c'est parce que... Et dans le domaine maritime, il faut le dire, il y a des insuffisances. Il faudrait surtout que le Maroc a une présence sur le plan international, sur le plan maritime, qui est une présence reconnue par tout le monde, à la fois sur le plan régional, au niveau méditerranéen, sur le plan de l'UNESCO, l'organisation, ce qu'on appelle le volet océanographique intergouvernemental de l'UNESCO. Qu'au niveau de l'ONU, le Maroc a été élu à plusieurs reprises membre du Conseil de l'ONU, et au niveau également des Nations Unies. Et maintenant qu'il renoue avec son institution maternelle, l'Union africaine. Et l'Union africaine dispose déjà, elle prévoit
une stratégie maritime à l'horizon 2060. Il faudrait absolument s'inscrire dans cette dynamique. Deuxième élément, et je termine par là, parce que je crois que j'ai beaucoup parlé. Deuxième élément, et c'est l'élément le plus important, c'est que quand on jette un coup d'œil sur les institutions, les organismes qui s'occupent, les administrations, qui s'occupent de près ou de loin de la mer, de ses multiples utilisations ou de ses diverses exploitations, on constate qu'il y a un maquis. C'est une pléthore. Pléthore d'organismes, pléthore de ministères. Il n'y a pas d'harmonisation, de coordination, de fédération. C'est pourquoi je prêche pour je dirais, pour un véritable ministère de la terre. Renouons avec le passé. Hier encore, on avait le vizir. Vous avez visé la Pourquoi ne pas avoir un ministère? C'est un signal fort qui démontre que le Maroc nouveau a une ambition légitime. C'est l'ambition de cette mère qui est généreuse et qui, bien entendu, borde les deux façades de notre royaume et qui nous gratifie d'un site géopolitique, géostratégique unique dans le monde. Et à ce sujet, je voudrais simplement vous rappeler, et je songe plus particulièrement, je vais me diriger vers mon frère et ami, le professeur Abdelhab, c'est que pour la vérité historique, en août-septembre 2002, Monsieur Abdelrahman Youssef, alors Premier ministre de notre Maïchafi, avait mis sur pied une commission nationale chargée de l'étude institutionnelle et opérationnelle du secteur maritime. Elle était composée de personnes choisies, de figures choisies intuitées personnelles. Et j'ai eu l'honneur de figurer parmi ces personnes. Et la direction était confiée à celui qui est devenu par la suite ministre, il est actuellement notre ministre de l'économie et des finances, c'est Moussaïd. Alors j'ose ici, dans ce haut lieu de la réflexion, de la science, qui porte le nom d'un grand patriote, j'ose appeler à la conscience de ces responsables pour remuer un peu le sujet. La mer est un atout indispensable. C'est une carte entre les mains de notre pays qui permettra à notre pays de se positionner à l'échelle internationale, à renforcer, comme je disais tout à l'heure, son soft power. Créer une université pour booster, renforcer les instituts qui existent, c'est extrêmement important. Parce que la formation, c'est très utile. C'est stratégique. Nous avons formé plusieurs générations d'officiers navigants en Afrique subsaharienne. Nous avons toute une armée, mais elle est livrée à elle-même. Pour le nombril, il faut chercher justement un mécanisme qui permettra de garder le lien avec ces gens. Et deuxièmement, il y a tout un marché en Afrique subsaharienne maintenant pour nos jeunes étudiants, pour nos jeunes marins. Et si je devais terminer, peut-être, mesdames et messieurs, ce que je viens de débaucher très brièvement, même si on ne peut pas parler de la mer c'est 71% du globe. Aucun archou à l'allemand. Eh bien, vous allez me dire, mais tout ça c'est beau, mais c'est très utopique. C'est très rêveur. Vous savez, quand on ne rêve pas, c'est la mort. Et je me souviens d'un grand monsieur, d'un grand
un grand homme, qui avait dit, c'est quoi l'utopie? L'utopie, c'est ce qui se rêve maintenant, mais qui risque de se réaliser demain. Transformer ces fantasmes en réalité. Ça, c'est une bouteille à la mer, ce que je viens de proposer. Que nous jetons. Puisse Dieu faire en sorte pour que cette bouteille arrive à bon port. Mais la bouteille arrivée à bon port, c'est pas ça, c'est pas suffisant. Il faudrait que les responsables, il faudrait que la société civile, il faudrait que les parlementaires, que nos politiques, que nos universitaires aient le courage de prendre la bouteille, de l'ouvrir et de lire le message à l'intérieur. Un ministère de la mer, c'est indispensable. Une université, renforcer ce qui existe, c'est extrêmement important. Un centre de recherche. Un centre de recherche. Sur l'incubation. Incontestablement. Et puis. Comme Aragon avait dit, la femme est l'avenir de l'homme. Dans le domaine maritime, il faudrait absolument la formation à l'adresse de la femme. C'est extrêmement important, à tous les niveaux. Je m'enorgueillis d'avoir contribué modestement quand j'ai dirigé les armes. Et nous avons permis à la femme d'accéder au poste de commandement. Et mieux encore, d'être ingénieur mécanicien, officier mécanicien. Nous avons ouvert la filière de la gestion des affaires maritimes. Il faudrait maintenant que les jeunes continuent et faire en sorte pour que le Maroc affirme sa puissance sur les mers et les océans. Un grand poète méditerranéen, Paul Valéry, avait dit « Le regard sur la mer est un regard sur le possible. Rien n'est possible. Il est impossible pour un Maroc jeune, pour un Maroc qui est dirigé par un souverain clairvoyant, visionnaire. Il faudrait maintenant passer à l'acte. » Voilà, mesdames et messieurs, le message très brièvement esquissé que je voulais modestement vous porter à votre connaissance, pour que nous puissions discuter, pour que nous puissions le négocier. Parce que ce qui me fait mal au cœur, c'est que chaque fois qu'il y a des élections, à la fois sur le plan local, sur le plan régional ou sur le plan national, la mer brille par son absence. Ignoré. Brille par son absence. Et récemment, il y a eu la COP, il y a eu la COP 21, il y a eu la COP 22, il y a eu la COP 23. La mer était pratiquement, heureusement grâce au Maroc, entre autres, on a pu, justement, et c'est tout à fait légitime, on a pu insérer les océans et la mer dans l'agenda de la COP 22 à Marrakech et de la COP 23 à Berlin, mais encore faut-il se poser la question, pourquoi les mers et les océans ne sont pas partie, ne font pas l'objet d'une attention particulière de la part des négociateurs sur le climat? C'est parce que la mer n'a pas d'électeurs. Vous êtes leur ces électeurs. Merci.